Bien, écoutez, je vous propose de vous installer. On va attaquer un premier plateau autour justement de cette guerre des talents. 4 invités, plus un qui va nous accompagner pendant toute cette matinée. Nicolas Bouzou, que vous connaissez tous, chroniqueur, entrepreneur, auteur, bien évidemment, à qui j'ai demandé à la fois d'introduire chaque sujet et puis d'être un petit peu l'électron libre de ces 4 séquences, ces 3 séquences qui arrivent. Donc j'invite à me rejoindre, au-delà de Nicolas, Emmanuelle Duez, fondatrice de The Boson Project et de l'association Youth Forever, Mathieu Éloi, le Managing Director Indeed France, Yannick Aleno, chef triplement étoilé et entrepreneur, et Yann Wanounou, directeur général d'Edenred France. Merci de les accueillir avec moi. Installez-vous. Installez-vous où vous voulez, Yannick, mettez-vous là. Merci de vous installer. Merci à tous de m'avoir rejoint. Je vous présente pas maintenant, mais on va chacun, à force du tour de table, vous présenter un petit peu mieux. Nicolas, je vous ai proposé de nous accompagner toute la matinée parce que ce sont 3 thèmes. D'ailleurs, c'est peut-être ma première question. Est-ce qu'on a bien vu, et je pense que la Première ministre vient de nous le confirmer, que talent, IA et transition écologique sont bien 3 problématiques spécifiques que les TPE-PME doivent aborder différemment peut-être que les grands groupes avant qu'on parle spécifiquement talent? En fait, il faut les aborder de front. Parce que pour faire la transition écologique, on a besoin de travail, on a besoin d'intelligence, on a besoin de talent. Et l'IA est un outil pour ça. Ce n'est pas un substitut au talent, en fait. C'est quelque chose qu'on doit utiliser. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir cette vision globale des choses. Et peut-être que pour cadrer un tout petit peu ce débat, un point qui me semble très important de rappeler, parce que ça a été un peu une antienne qui est revenue dans le débat public, mais il n'y a pas d'épidémie de paresse en France ou d'épidémie de fainéantise. On l'a entendu, on l'a lu beaucoup, ça. Oui, on l'a lu beaucoup, mais c'est faux, en fait. Et il faut regarder les chiffres pour bien comprendre ça. Si vous regardez le taux d'emploi en France, il n'a jamais été aussi important depuis que les statistiques existent en 1945. Donc il n'y a jamais eu autant de gens qui ont travaillé par rapport à la population. Donc ça ne milite pas pour une épidémie de paresse. Quand on regarde le temps de travail des gens qui bossent, à temps plein, par exemple, on est à plus de 40 heures, en fait. Donc on est parfaitement dans la moyenne des pays de l'OCDE. Et même quand on regarde les sondages, moi je suis très preneur de sondages, d'enquêtes d'opinion. Nous on en a fait un par exemple pour la CNAMS qui regroupe tous les professionnels de l'artisanat de service. On a posé une question aux jeunes, aux moins de 25 ans, est-ce que vous êtes prêts à travailler le dimanche? On est grosso modo à 85% de jeunes qui disent oui. Donc il n'y a pas d'épidémie de paresse, il n'y a pas de crise du travail. Mais Emmanuel est spécialiste de ça. Il y a une crise du sens du travail et il y a surtout une crise de la valorisation du travail. Et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Et la valorisation, et je m'arrête là pour cette introduction, mais c'est 2 choses. C'est la valorisation financière. Les gens, il faut qu'ils gagnent bien leur vie. Moi, j'ai milité pour la réforme des retraites. On ne peut pas dire aux gens, d'un côté, il faut que vous bossiez 2 ans de plus parce que c'est très important pour le pays, et de l'autre, leur dire, par contre, il y a un problème, c'est qu'à la fin du mois, vous n'avez pas assez d'argent pour vous payer une pizza en famille. Ça, c'est pas possible. Bon. Donc, la question de la valorisation financière du travail, et puis la question de la valorisation non financière, la reconnaissance du travail. Arrêtez Je suis très frappé dans le débat public de voir comme certains métiers sont devenus une insulte. Fonctionnaires, planqués, profs, feignants. Je parlais de la réforme des retraites. Moi, combien de fois on m'a dit « Ah, cette réforme des retraites, c'est une réforme de comptable ». Qu'est-ce que c'est le problème avec les comptables? Encore il y a 2 jours, je vois un responsable politique pour qui j'ai beaucoup de respect par ailleurs, mais je quitte Twitter parce que c'est un truc dégoûtier. Bon, voyez, il faut faire très attention à ça. Il faut revaloriser le travail et on a absolument besoin de tout le monde. Donc il n'y a pas de crise du travail, mais il y a une crise de la valorisation et du sens du travail. Il y a un vrai besoin de sens. Alors, je vais venir vers vous, Mathieu Éloi, parce que Indeed France, c'est un observatoire formidable, parce que vous brassez des tonnes de data. Et alors vous avez un credo, c'est qu'en fait, les 2 mondes ne se rencontrent pas. Vous appelez ça le matching ne se fait pas. Alors, de votre point de vue d'observateur, qu'est-ce qu'on observe notamment en France, ou plus généralement de tendance entre cette non-rencontre entre les employeurs et les candidats?
Oui, alors le matching se fait mal, mais le matching se fait quand même. Hein, Oui, bien sûr, mais heureusement, parce que sinon, insuffisamment. tout le monde aurait ses entreprises vides. Mais donc Indeed, c'est une plateforme de recrutement et de matching. Il y a 350 millions de gens qui viennent tous les mois sur Indeed chercher un job. 7 millions en France, 350 millions c'est dans le monde. Il y a 35 millions de jobs dans le monde. On match ces énormes quantités. Et donc ces énormes quantités nous donne en effet cette possibilité de comprendre ce qui se passe en temps réel. Donc, en dehors des fluctuations, etc., que je ne vais pas commenter aujourd'hui, en dehors des fluctuations que je ne vais pas commenter aujourd'hui, qui sont intéressantes, la chose qu'on observe quand même, et la frustration importante, c'est que le matching est une chose qui est difficile. Ça fait 18 ans que Indeed existe et que on polie nos algorithmes pour être de plus en plus efficaces et de plus en plus rapides. Mais à ce jour, 80% des candidatures continuent à ne pas recevoir de réponse. Donc pour qui a cherché un travail, pour qui a eu cette expérience, c'est une expérience qui est frustrante, une expérience qui fait que vous allez continuer à candidater. Et de l'autre côté, les recruteurs, vous dans cette salle, vous recevez des candidatures que parfois vous jugez de mauvaise qualité, et donc ça fait de grandes quantités de candidatures à trier. Les recruteurs nous disent qu'ils ils passent 83% de leur temps à trier des candidatures, organiser des rendez-vous, et non pas à rencontrer des candidats. Nous, on pense intimement, et je pourrais revenir dessus tout à l'heure, que le sujet du recrutement, c'est la rencontre. Je pense qu'en plus, quand on est dans la vie professionnelle, on est toujours à la fois un peu un candidat et un peu un recruteur ou quelqu'un qui recrute. Donc, chacun perçoit cette difficulté. Voilà. Notre conviction, c'est que la technologie peut résoudre cette équation-là, et peut-être j'aurai l'occasion de dire. Non, il y a un papier ce matin, parce qu'on parle aussi d'IA pendant cette journée. L'IA nous y aide. Apparemment, cette ADR, c'est une technique qu'utilise Indeed depuis toujours. Mais comment va-t-elle nous aider à rapprocher, justement, à favoriser cette rencontre? Est-ce qu'on peut en dire un mot rapidement? Oui, l'IA, elle permet évidemment de calculer à puissance, à très grande puissance. Il y a beaucoup de manières dont l'IA le fait. Donc, nous, on utilise évidemment l'IA depuis toujours. Elle nous permet de matcher en temps réel. Quand quelqu'un se connecte sur Indeed, on va lui présenter des jobs qui lui correspondent. D'accord ? Parce qu'on est capable de comprendre ce qu'il cherche, de lire ce qu'il cherche, et on est aussi capable de comprendre ce que les recruteurs recherchent, pour peu qu'ils le précisent, qu'ils fassent ce travail de manière précise. Alors, pour prendre un exemple, on a sorti un nouvel outil qui est basé sur l'IA générative. Alors, vous allez me dire, c'est à la mode. Alors, en effet, mais le sujet, c'est pas que ce soit à la mode, c'est que c'est de nouvelles possibilités pour faire de nouvelles choses. Donc, on a un nouvel outil qui est gratuit pour l'ensemble des entreprises et qui permet de créer des annonces qui vont reprendre l'ensemble des points. Donc, c'est un outil qui est sur le mode de la prochaine bonne action. Donc, vous êtes en train de rédiger votre offre d'emploi, ce qui, de vous à moi, est une chose en fait beaucoup plus compliquée que ce qu'on pense. Pour qui ici est collé, c'est compliqué. Donc vous rédigez votre annonce et ça va vous suggérer des choses à rajouter dans l'annonce d'emploi en fonction de ce qu'on sait que les candidats recherchent. Petite statistique, il y a en France encore 50% des annonces qui ne mentionnent pas un salaire. Il y a 92% des annonces qui ne mentionnent pas les praticités, les pratiques de télétravail, de comment on va faire ce genre de choses. Donc les annonces sont toujours extrêmement incomplètes, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles la rencontre se fait mal, et c'est une des choses auxquelles on peut remédier. Absolument, et dont on parlera peut-être aussi après, parce qu'apparemment, il y a un mouvement qui se fait des compétences vers ce qu'on appelle les soft skills aussi, de plus en plus. Mais parlons peut-être un peu, on va prendre un peu de hauteur sur toutes ces nouvelles générations avec vous, Emmanuelle Duez. Vous êtes, je le rappelle, fondatrice du Boson Project et de l'association Youth Forever. Un mot sur ces deux organismes pour qu'on comprenne d'où vous observez tout ce monde du travail. The Boson Project, ça accompagne la transformation humaine de l'entreprise depuis plus de 12 ans. C'est aussi un observatoire sur le futur du travail. Et Youth Forever, c'est une ONG qui a été fondée en pleine pandémie avec une douzaine d'entreprises qui analysent la génération climat, donc les moins de 25 ans, et qui essaye d'apporter aux dirigeants un regard un peu différent en fait, sur les attentes et les enjeux de cette jeunesse. Alors, tout à l'heure, Nicolas, en introduction, parlait de la paresse. Il y a aussi le goût de l'effort. Est-ce qu'il a disparu? Est-ce qu'il y a encore un engagement Alors, je ne sais pas si on s'en cantonne à la génération climat ou si on extrapole un petit peu, mais de votre point de vue, où en est l'engagement au travail Alors déjà, de quoi parle-t-on quand on parle d'engagement? J'ai la chance d'être dans la réserve de la marine, et la définition qu'on donne chez les forces spéciales notamment, c'est l'engagement, c'est donner du sens à ses valeurs au risque de perdre quelque chose. C'est la même chose dans le monde du travail.
Et ce que je peux vous partager, c'est qu'en l'espace de 12 ans, en fait, l'engagement est passé d'un non-sujet à aujourd'hui un choix. Et la réalité, c'est que vous avez 7% des salariés français qui se déclarent engagés dans leur travail, ce qui place la France au 36e niveau sur 37 pays interrogés en termes d'engagement au travail. 36 sur 37. 36 sur 37. Donc ça veut dire que les gens travaillent, mais ne s'engagent pas. Ils ne s'engagent pas, ça veut dire qu'ils ne dépassent pas les frontières de la fiche de poste, ils ne donnent pas ce qu'ils sont, ils ne sont plus dans ce qu'a évoqué la Première ministre, c'est-à-dire un travail émancipateur qui donne du relief à l'existence. Ils ne s'engagent pas ou ils ne s'engagent plus? Est-ce qu'il y a un changement là-dessus par rapport à ces 10 années depuis lesquelles vous les observez? Il y a une érosion progressive de l'engagement qui est très amplifiée ces dernières années. Si on dézoome, en fait, qu'est-ce qu'on voit? Il y a plus de 10 ans, on était dans un rapport statutaire, sociologique, comme je travaille, je suis. Rapport statutaire. Le travail dit de moi ce que je suis. Ensuite, on a eu l'émergence de comme je travaille, je vote. Donc ça, c'est les tribus, la fierté d'appartenance à certains univers. Ensuite, on a eu la pandémie, inédite dans l'histoire des organisations. Émergence d'un nouveau deal, comme je vis, je travaille. Le travail est rentré dans la vie des hommes et des femmes, dans leurs chambres, dans leurs appartements, dans leurs familles. Et là, en fait, on a aboli définitivement les frontières entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Avant, on parlait d'équilibre. En anglais, de work-life balance. Ouais. Désormais, on parle de work-life integration parce qu'en réalité, c'est un tout. Au sortir de la pandémie, on a comme je vis, je travaille, c'est-à-dire je vais chercher à l'intérieur de l'entreprise la même chose que dans la vie. Je veux un manager que je respecte, qui est légitime. Je veux pouvoir nourrir des amitiés comme dans la vraie vie. Et surtout, je ne veux plus porter de masque. Il n'y a pas le collaborateur Emmanuel et puis la vraie personne qui retrouve sa vie à partir de 18h. Et il y a un nouveau deal qui est en train d'émerger auprès des jeunes générations qu'on pourrait qualifier de « comme je travaille, je survis ». Celui-ci, il est extrêmement intéressant à analyser parce que je crois qu'il préfigure le futur du travail et le futur de la responsabilité des dirigeants dans le monde du travail. Aujourd'hui, quand on parle de la toute jeune génération, les moins de 25 ans, on parle de 32% de la population mondiale et on parle de la future grande génération de travailleurs. C'est une génération qui, pour la première fois dans les sociétés modernes, connaît comme première cause de mortalité dans plus de 100 pays le suicide. Sur les jeunes femmes de moins de 25 ans, ce sont des études américaines. Ces 10 dernières années, il y a eu une augmentation de plus de 87% du taux de suicide des moins de 25 ans. C'est une génération qui est en proie en fait un triple enjeu, une détresse scolaire, 38% de décrochage scolaire critique à la faveur de la pandémie. Ils sont aujourd'hui dans le monde économique, quelque part entre l'école et l'entreprise. Décrochage économique. C'est la génération la plus pauvre de toutes les générations précédentes, et ça c'est une étude d'Harvard, elle ne pourra jamais rattraper les générations passées. Et puis, décrochage psychologique, détresse psychologique que je viens de vous évoquer. Ça, c'est un état de fait de la jeune génération dont on fustige la flemme, la paresse ou le moindre goût de l'effort, qui finalement, en fait, dans le monde d'aujourd'hui, se considère comme étant empêché de prendre son envol, obsédé par le très court terme, je dois travailler, je dois manger, je dois retrouver de la confiance, et obsédé par le très long terme. Il faut comprendre quand on est un recruteur, parce que vous êtes des parents, donc regardez vos enfants, qu'en fait c'est une population pour laquelle le moyen terme n'existe pas. Mais l'engagement au travail, c'est une histoire de moyen terme. Donc sur cette génération, et j'en arrête par là, vous avez 2 deals qui émergent. Vous avez un deal pour une immense majorité d'entre eux. C'est « ok, je vais travailler et je vais m'engager ». Donc je vais dépasser les frontières de la fiche de poste parce qu'en fait, on va poser sur moi un regard d'amour, de bienveillance, tel que le posait Michel Serres dans son livre « La petite poussette ». Et on va prendre soin de moi dans le monde de l'entreprise. Et on va arrêter avec ces poncifs et ces caricatures sur une jeune génération qui n'est rien d'autre que le reflet de son époque troublée. Et il y a un deuxième deal, c'est la génération climat, donc une toute petite frange de cette génération qui conditionne son engagement au fait d'être positionné sur des jobs de transformation dans le monde économique. Il y a 3 étages à la fusée, prendre soin, rendre capacitaire et transformer. Cette petite partie de cette population, la génération climat, elle attend des chefs d'entreprise qui leur disent « Ok, tu t'engages chez moi sur 10 ans, signe un CDD sur 10 ans » et ils vont le faire.
Le deal, c'est quoi? Je prends soin de toi, puis je te rends capacitaire. Donc je t'apprends l'exercice du pouvoir et des responsabilités. Je t'apprends l'art de la transformation du monde économique dans mon secteur d'activité. Et dans 5 à 10 ans, je te fais confiance. Et c'est toi qui accompagne la bascule de notre monde. Parce qu'aujourd'hui, sur ces 100 plus grandes organisations mondiales, 87 sont des entreprises. Pour une population obsédée par la bascule du monde, ça passera par le monde de l'entreprise, ça passera par le travail et par l'engagement, donc par la confiance des dirigeants. Merci Emmanuel. Yannick Aleno, oui. J'étais surpris. 170 salariés au pavillon Le Doyen, 38 nationalités, 12 sommeliers, mais ça c'est juste formidable aussi. Mais c'est intéressant ce que disait tout à l'heure Nicolas Bouzou sur ces jobs décriés. La cuisine, là longtemps, été décriée. Est-ce que quand on est un grand chef triplement étoilé, on a du mal à recruter aujourd'hui? Est-ce que le métier, quand on l'exerce à votre niveau d'excellence, est plus compliqué en termes de management, de recrutement, j'imagine, mais de recrutement ou pas? Écoutez, je rejoins, je crois, Emmanuel dans la transformation profonde de notre métier. C'est-à-dire qu'on a longtemps été accroché au rocher du 19e siècle et il était temps de faire entrer la grande gastronomie dans ce que vous décrivez, à savoir la compréhension des gens et des jeunes, surtout parce que nous, on a une moyenne d'âge de 25 ou 26 ans chez nous, qui viennent travailler et qui s'engagent à nos côtés. C'est un métier particulier parce qu'on travaille quand les autres s'amusent. Absolument. Forcément, ça demande un engagement supplémentaire, mais la transformation, elle était hyper importante pour justement favoriser le recrutement. On a amené des opérations internes, on a vraiment redynamisé le groupe en essayant d'apporter des solutions nouvelles. Notamment, nous, 170 employés, on a une psychologue qui vient 2 fois par semaine pour parler aux employés. Ah oui, c'est la première fois que j'entendais ça. J'ai vu ça qu'une fois, c'est dans une série américaine qui s'appelle Billions. Et il y a Wendy. C'est pas vrai, c'est une série française qui s'appelle Joël Mazar, la pause café. Alors dites-nous, à quoi sert cette psychologue? Elle écoute les équipes? En fait, il y a évidemment un discours à trouver entre les générations. Ce que faisait très bien Véronique Jeannot à l'époque, moi je me suis inspiré de ça. Moi j'ai 55 ans et je reçois des gamins qui en ont 25. Donc forcément, on n'a pas le même regard. Vous dites, on se comprend pas bien. On n'a pas le même langage, on n'a pas la même génération, donc ni même les mêmes préoccupations qu'on avait à leur âge. Donc il faut absolument comprendre ce qu'ils attendent de nous. Et on a tourné vraiment le management vers eux. C'est-à-dire que à chaque fois que je les recrute, je leur dis, si vous venez chez nous, pour une autre raison qui est la vôtre, c'est si tu viens pas pour toi, en fait, ça sert à rien de venir. Tu viens pas travailler pour moi, en fait. Viens travailler pour toi. Viens trouver ce que tu veux chercher dans l'entreprise. Alors vous avez une méthode que j'aimerais que vous nous racontiez un peu, celle du quaternaire que vous utilisez. Qu'est-ce que c'est? Alors le quaternaire, c'est la prise de conscience des environnements. C'est-à-dire que moi, j'ai été éduqué avec une gestion d'entreprise trinaire, c'est-à-dire la satisfaction de l'actionnaire, du client et du personnel. Et en fait, on s'aperçoit que ce triangle, il y a un triangle opposé, je dirais la face cachée de l'iceberg, qu'il faut absolument traiter. Et le traitement de ces environnements, alors on traite l'environnement écologique, social, etc., mais il est hyper important de le comprendre, c'est-à-dire que ça permet d'anticiper les ennuis qui vont vous tomber sur le coin du nez. Et d'autant plus satisfaire le principal acteur de la réussite de l'entreprise, c'est les personnes qui travaillent au sein de l'entreprise. Et dans votre management personnel, cette bienveillance, cette empathie que décrivait Emmanuel comme une attente aujourd'hui de toute génération, je pense que ça a toujours été le cas, mais peut-être que la génération Clément est peut-être encore plus en attente là-dessus. Comment vous la pratiquez, vous, dans votre quotidien d'entrepreneur? Quel temps consacrez-vous entre votre métier, votre réputation, l'obligation d'être en cuisine, puisque vous y êtes, et les hommes et les femmes de vos entreprises? Bon, l'avantage qu'on est en cuisine avec eux, donc oui, c'est ça, ça aide toute la journée avec nos collaborateurs. Il y a un truc qu'il faut, que j'ai absolument tenu à faire, c'est que moi j'ai grandi avec tes emmerdes, tu les laisses en dehors de l'entreprise. Et ça ne marche plus. C'est-à-dire que les emmerdes, on les a à vie, enfin on vit avec, et il est important que l'entreprise comprenne les emmerdes. C'est-à-dire que si quelqu'un a un problème dans le métro dans la soirée, il faut qu'on le sache dès le lendemain matin pour traiter l'impact psychologique sur cette personne-là, parce que ça traîne longtemps. Donc il faut immédiatement traiter ceci pour que le traumatisme soit le moins profond possible et que les personnes se sentent écoutées. On a aussi mis en place la tolérance zéro. C'est-à-dire que... Respect-diversité, je crois. Respect-diversité et surtout action du management. C'est-à-dire que si le moindre collaborateur fait un geste, une parole qui soit déplacée, c'est la sanction immédiate qui tombe, même avec des gens très importants dans l'entreprise. Alors il faut du courage pour faire ça. Justement, le courage managérial est un vrai sujet en France. Ouais, il faut être courageux, c'est-à-dire souvent. qu'il faut...
Vous le Je sentez sais pas, ça j'en sais rien. Moi, on essaye d'être courageux. C'est un sujet fréquent. C'est un sujet fréquent. On a fait partir un de nos piliers en cuisine parce que le gars n'avait pas un comportement adapté. Et pourtant, il était acteur fort de la créativité de l'entreprise. Et il faut être capable de remplacer immédiatement, ou soit même de le faire, la personne qu'on décide de faire partir. Et cette quête de sens, depuis que Simon Sinek a inventé le why, tout le monde parle de la quête de sens, mais maintenant elle est vraiment là, notamment post-Covid. Vous la ressentez? Est-ce que vous avez une différence sur ces équipes aujourd'hui, sur les raisons de se lever le matin? Ou est-ce que le fait de travailler, parce que votre cas est très atypique, il y a une fierté de travailler dans une grande maison de cette nature, mais pour le reste de la restauration, vous pensez que c'est un sujet ou pas? Vous savez, je pense que c'est un métier où généralement, ce sont on parlait de l'apprentissage, des gens qui viennent. C'est un métier formidable pour des gens qui sont en échec scolaire, puisque du coup, moi, j'en suis le cas précis. J'ai été incapable j'ai même pas mon brevet des collèges. Donc, l'école n'était pas faite pour moi, et puis finalement, l'entreprise était faite pour moi, et la restauration était faite pour moi. Et c'est un métier qui accueille énormément de gens comme je l'étais, en tout cas, et on se doit de leur donner du sens à leur vie et de leur donner la possibilité, au sein de nos développements, de leur donner un avenir. Et ça, pour moi, j'y tiens énormément. Donc, on a énormément de suivi là-dessus. Ilan Ouanounou, vous êtes directeur général d'Edenred France. Tout le monde connaît Edenred France. On est tous clients, d'une certaine façon, à travers l'ensemble des. J'aimerais bien. De vos produits et services. Votre job à vous, au fond, c'est de donner un petit peu tous ces éléments de confort, en fait. Vous aidez les entreprises à donner des éléments de confort, même parfois d'aide au pouvoir d'achat, en fait. Racontez-nous comment vous, de votre observatoire Edenred, vous observez justement les attentes des salariés français pour quiconque veut non seulement les attirer, mais les fidéliser. D'une certaine façon, nous, notre métier, c'est les avantages aux salariés. Donc, de ce point de vue-là, nous aidons les entreprises, d'ailleurs, des entreprises de la toute petite entreprise, de la TPE jusqu'au très grand groupe, nous aidons les entreprises à répondre à cette question: comment faire pour être attractif vis-à-vis de nos salariés et vis-à-vis de nos candidats? Donc, pour mieux recruter et puis pour mieux fidéliser nos équipes. Et en fait, la meilleure façon d'être attractif, c'est d'abord d'écouter activement, authentiquement, les attentes des salariés, les attentes des candidats. Moi, je voudrais revenir sur ce que disait Nicolas il y a un instant. Lorsqu'on écoute vraiment les attentes et les préoccupations des salariés, au départ, elles sont assez basiques. Et finalement, elles suivent presque la pyramide de Maslow, cette éternelle et pourtant très actuelle pyramide. La première chose que nous disent les salariés et les DRH et les CSE avec qui nous travaillons, c'est la problématique du salarié, c'est une problématique du quotidien. C'est mon pouvoir d'achat, mon salaire qui n'augmente pas aussi vite que l'inflation. C'est le coût de mon trajet domicile-travail qui a augmenté de 20% avec l'augmentation de l'énergie, du pétrole, etc. C'est le coût de la garde d'enfants. Et donc moi, papa ou maman, j'ai une charge mentale importante parce que je dois m'occuper, je dois m'assurer que mes enfants sont épanouis, ils sont bien gardés pendant que je suis au travail. Ça, et puis il y a l'équilibre vie pro, vie perso. Donc ça, vraiment, ces préoccupations, ce sont les premières, celles qui apparaissent en tout premier. Et le fait pour une entreprise d'apporter des solutions à ces premiers éléments, c'est déjà quelque chose d'important. Juste derrière, et moi je suis toujours surpris de voir ça, juste derrière arrive le sujet de la reconnaissance. Nicolas, tu le disais. C'est-à-dire, est-ce que je suis récompensé, je suis reconnu financièrement, non financièrement, à hauteur de l'effort que je consens pour l'entreprise. Et derrière tout ça, lorsqu'on tire un peu la ficelle, il y a la relation avec son manager direct. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que je suis reconnu? Est-ce qu'on me dit merci? Est-ce qu'on me sourit? Il y a la reconnaissance de la performance, mais il y a aussi les perspectives de carrière. Est-ce qu'on me donne de la visibilité sur ce que je vais faire dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans? Est-ce qu'on me permet de télétravailler de façon relativement libre? Parce que le télétravail, ça aide un peu tout le monde dans la vie pro-vie perso. Donc ces attentes-là, elles viennent finalement avant, je trouve, dans ce qu'on observe, le sujet de la quête de sens qui existe. Et la quête de sens, pour donner ma pierre à l'édifice sur ce sujet, ce qu'on observe, c'est qu'elle existe. Oui, le fait qu'une entreprise ait un engagement RSE, c'est important. Oui, le fait que mon rôle ait du sens au quotidien. Mais en même temps, on observe énormément de versatilité. Moi, je ne sais plus quoi penser sur le sens. J'ai lu une dernière étude de McKinsey qui disait que 80% des salariés se sentaient engagés dans leur entreprise. 80%. Mais 70% étaient prêts à la quitter la semaine prochaine s'ils trouvaient une meilleure opportunité.
Donc, et quel serait le thème de l'opportunité? Parce que ce serait l'argent, ce serait la reconnaissance, justement. c'est les besoins dont je viens de vous parler. Les fameux Est-ce besoins. que je suis mieux payé? Est-ce qu'on s'occupe mieux de moi? Est-ce que j'ai des perspectives de développement? Est-ce que ça fait plus de sens? Un sujet qui, l'autre jour, j'ai réalisé, j'ai appris qu'il y avait 10 millions d'aidants en France et qu'aujourd'hui, les entreprises qui aident leurs salariés à aider... Nicolas, vous voulez dire un mot là-dessus? Non, mais je t'en prie, allez-y. Moi, le sens, ça me paraît quand même un bon sujet parce que, alors, moi, j'aime bien regarder la racine latine des mots. Hein. On est français, on aime bien ça. Alors, motiver, c'est moveré, c'est se déplacer. Si vous voulez que les gens se déplacent, il faut bien leur montrer une direction. Sinon, ils vont absolument partout. Donc là, il faut quand même bien montrer du sens. Mais je vais vous dire quelque chose de très concret pour montrer que ce n'est pas qu'une niaiserie, cette idée du sens. Je participe, comme toi, à beaucoup de séminaires d'entreprise, je fais beaucoup d'interventions, notamment en début d'année. Et alors, donc on réunit les salariés, on leur dit c'est formidable, l'année dernière, extraordinaire, l'EBITDA a augmenté de 2 points. Et cette année, j'ai vraiment une excellente nouvelle, on se retrousse tous les manches, on va devoir l'augmenter de 3 points. Tout le monde applaudit, mais c'est de la politesse, parce qu'en fait, ça n'intéresse absolument personne. Parce que... Ça met une pression quand même, mais... Non, parce que l'EBITDA n'est pas le but, c'est le moyen. Bien sûr. Ah, bien sûr qu'il faut qu'une entreprise elle gagne beaucoup d'argent, il faut qu'elle gagne beaucoup d'argent pour investir, pour recruter, pour augmenter les salaires, c'est-à-dire au bout du compte pour satisfaire son projet. Et donc il faut être très clair là-dessus, donc il y a un effort pédagogique à faire, très important sur qu'est-ce que c'est qu'une entreprise en fait? C'est des gens qui se regroupent pour faire quelque chose. La raison pour laquelle on n'est pas tous des micro-entrepreneurs, c'est qu'on considère qu'il faut qu'on se mette ensemble pour faciliter la vie des salariés. Tu l'as très bien dit tout à l'heure, le sens tu l'as donné. Edenred, on est là, pas pour faire des titres au restaurant, mais pour apporter quelque chose aux salariés. Voilà. Donc c'est très important d'expliquer ça. Ensuite, je pense que nos concitoyens, ils ne sont pas du tout paresseux. En revanche, et notamment les plus jeunes, il y a une forte demande, et ça c'est un peu nouveau, d'articulation de la vie professionnelle et de la vie privée. Ça c'est vrai. C'est logique, hein. Enfin, je veux dire, quand on a des enfants, alors moi c'était il y a très longtemps, les jeunes enfants, mais enfin j'étais très content de pouvoir aussi aller les chercher à la crèche ou à l'école, et pas nécessairement à 22h. Donc ça me semble quelque chose qui est absolument légitime. Et puis pour me fâcher avec tout le monde... Oui, c'est ta spécialité. Ouais. Oui, mais en général pas avec les dirigeants d'entreprise. Je pense qu'il y a un vrai problème de qualité du management. Parce qu'on a considéré que manager c'était une promotion et pas une qualité. Et donc, on promeut automatiquement des gens pour faire le métier le plus difficile du monde avec prof et politique. Manager, prof. Ben oui, parce que vous dirigez. Il n'y a rien de plus difficile que diriger les gens. Et on promeut des bons techniciens managers, parce qu'on considère en France que, au fond, c'est la voie logique pour gagner plus d'argent. Et donc, on met au poste le plus difficile des gens qui n'ont pas nécessairement d'appétence pour ça. Et ça, je pense que c'est catastrophique et je crois qu'il faut qu'on ait le courage de regarder ce problème en face. Je sens 2 micros qui se sont levés, qui ont envie d'intervenir, mais on n'a pas beaucoup de temps. Donc désolé. Non, mais c'est un réel sujet. Yannick, je vous ai vu réagir, et Mathieu aussi, juste un petit mot là-dessus sur est-ce qu'on promet les bons, est-ce que le management, c'est pas un vrai problème? Je vous ai vu réagir tout de suite là. Nous, on est typiquement dans ce cas-là, c'est-à-dire que c'est les meilleurs cuisiniers qui managent une cuisine en fait. Et l'accompagnement et la formation de ce qu'on n'a pas fait, c'est-à-dire qu'elle doit impérativement se mettre en place pour éduquer le jeune chef à manager une équipe pour les conduire au succès. Donc c'est vrai que nous on est clairement là-dedans. C'est-à-dire c'est la technicité, le savoir-faire qui prime par rapport au management. D'ailleurs, c'est pour ça que les autres suivent. C'est pour ça que les autres suivent, parce qu'il est très bon, donc on a envie d'apprendre de lui. Le geste. Donc à nous, propriétaires, en tout cas entrepreneurs, de former le jeune manager. Un commentaire, Mathieu? Oui, alors sur le sujet du management, je ne pourrais pas dire le contraire. On a des pages entreprises et les pages Glassdoor sur Indeed, dans lesquelles on est le plus grand site d'avis sur les entreprises. Et donc, je reçois tous les jours des courriers de PME notamment qui me demandent d'enlever des avis, etc. Ce que je comprends très bien parce que parfois, les gens en abusent. Ceci dit, je ne voudrais pas qu'on résume le clivage à les jeunes sont comme ci et puis nous les vieux, on est comme ça. Je pense qu'en fait, chacun a changé son rapport au travail à la faveur d'une période, d'une expérience collective à travers laquelle on vient de passer, qui était pendant 3 ans, chacun était chez soi. Et je pense que ça a profondément changé en chacun d'entre nous un rapport au travail. Et donc,
cet équilibre de vie personnelle, de vie professionnelle, cette exigence vis-à-vis des managers, c'est tout le monde. La raison pour laquelle un tas de gens ne veulent plus travailler dans la restauration, c'est qu'ils pensent qu'ils n'ont pas envie de travailler à un certain nombre d'horaires. La raison pour laquelle les gens ont réduit leur temps de trajet, c'est qu'ils se disent j'ai pas envie de faire 1h30 de trajet le matin et 1h30 de trajet le soir, ce qui est très largement compréhensible. Personnellement, je ne le ferai pas. Et donc, je pense que toutes ces choses-là ont complètement redéfini le rapport au travail. Et chacun a décidé d'être en contrôle de sa vie. Je pense que les jeunes gens ne souhaitent pas porter un joug trop lourd et ils souhaitent contrôler leur vie. Je pense qu'ils ont raison. Chacun devrait être en possession de sa vie et faire des choix qui sont éclairés et qui lui apportent pas seulement un équilibre vie professionnelle et vie personnelle, mais un accomplissement, un épanouissement. Donc ça, c'est une chose très importante et c'est des choses qui se jouent très intensément dans les recrutements. Très très court Yannick, et après nous on a mis en concluez place Emmanuel. un truc qui fonctionne bien, c'est le planning participatif. C'est-à-dire que chaque employé dit la semaine qu'il peut donner à l'entreprise. Alors l'entreprise prévaut évidemment, mais en tout cas, à certains moments, il y a le choix de faire ses activités personnelles ou en tout cas qui ne nous regardent pas, mais en tout cas on leur demande ce qu'ils peuvent éventuellement faire ou pas faire. Merci pour ce type. Je voulais juste réagir très rapidement Emmanuel. sur le sujet du sens, parce que c'est un sujet qui est quand même fondamental sur la thématique. Le sens, c'est au moins 3 choses. Le premier, c'est l'éthique. Donc là, c'est ce que vous évoquez. Il y a un sens supérieur dont le poète Pierre Everdy donnait cette définition, l'esthétique du dedans. Dit très simplement pour des salariés, on ne peut pas raconter dehors des trucs qu'on ne fait pas devant. On ne peut pas donner aux clients une attention qu'on ne donne pas à ses hommes. Parce qu'en fait, la première puissance d'une organisation, la première résilience d'une organisation, c'est son corps social. Ça existe. Le deuxième élément, c'est ce que vous évoquiez, Monsieur Aleno, c'est le travail émancipateur. C'est en fait, à un moment donné, je vais m'engager parce que je vais devenir quelque chose d'autre, je vais devenir la meilleure version de moi-même. Et l'organisation et n'importe quel bâtisseur d'entreprise dans cette salle, c'est qu'en fait, c'est ça, la clé de l'innovation, de la transformation d'une organisation. Et le troisième, le premier ferment de l'engagement, et nous on a mené plein d'études pendant la pandémie, c'est l'autre avec un grand A. Pourquoi ça fonctionne des brigades? Pourquoi ça fonctionne l'armée? Pourquoi ça fonctionne certaines boîtes? Parce qu'en fait, il y a un esprit d'équipage extraordinaire à l'intérieur. Et qu'on sait, comme dans la marine, que finalement, chaque marin compte, pour de vrai. Et moi, je crois que ce dont on manque, pour faire la synthèse avec le propos de la Première ministre, aujourd'hui, on manque cruellement en tant que dirigeant de narratifs sur le travail où on raconte à quel point c'est beau, c'est utile, c'est important et ça change la vie de bosser. Pas simplement de répondre à un patron ou à un manager, mais de bosser, de se réaliser, de faire des choses plus grandes que soi, avec d'autres que soi. Et ça, en fait, on meurt en France d'un discours politique catastrophique qui est porté par tous les partis politiques, sur une vision extrêmement basse du travail, qui n'est à titre personnel ni la manière dont j'ai été élevée, ni la manière dont j'accompagne mes 50 salariés. Et donc ça, c'est quand même le point aveugle de nos sujets, c'est oui, en fait, le travail, c'est beau, c'est noble, c'est fondamental à la vie, indépendamment de son patron ou de son manager. C'était une très belle conclusion. Merci beaucoup à tous les 5. Merci infiniment. Alors, Yannick, un dernier petit mot sur une association. Merci. J'ai perdu mon fils il y a 1 an et demi maintenant. Et dans sa mobilité. Et je profite 2 minutes de vous demander de nous rejoindre si vous le souhaitez sur l'association antoineelno.fr. On a besoin d'une armée pour faire changer les choses pour la sécurité de nos gamins. On a perdu 509 gamins de 18 à 25 ans l'année dernière dans leur mobilité. J'ai envie que ça change parce que derrière ça, le bilan humain est catastrophique. Donc, si vous voulez nous rejoindre, être avec nous pour mener ce combat, des familles ont besoin de nous, nos employés ont besoin de nous. Donc, voilà, on portera aussi ce drapeau pour on le fera. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup.